Salut, salut, et bienvenue sur le Squigard. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode du format Analyse Méta. Cette fois-ci, on va parler des Fire Slayers. Petit rappel pour ceux qui découvriraient le format avec cette vidéo. Dans ce format, on analyse des listes compétitives. C'est-à-dire que, en première partie, je vous présente une liste afin que vous puissiez comprendre les règles si vous ne les connaissez pas, pour qu'en deuxième partie, on analyse la liste avec quelqu'un qui l'a pratiquée en tournoi. Puis enfin, en troisième partie, je vous proposerai une variante de la liste afin de vous montrer comment on peut modifier une liste compétitive à ses goûts. La liste qu'on va voir aujourd'hui est donc une liste Fire Slayer en sous-faction Emdar. Je rappelle que les Fire Slayers ont une seule aptitude d'allégeance, qui sont les runes dur or, qui vous permet à chaque round de choisir un effet différent qui va affecter toute votre armée. Lorsque vous activez une rune, vous obtenez un effet garanti, et ensuite vous lancez un dé, sur un 6, vous obtiendrez un effet amplifié supplémentaire. Certaines runes sont plus fortes que d'autres, et il y a dans les runes à retenir la rune de Furie, qui fait relancer les jets de touche de 1 au corps à corps, et sur un effet amplifié, vous augmentez vos attaques de 1. Il y a ensuite la rune d'Acier, qui augmente votre perforation de 1 avec un effet amplifié qui augmente à la place votre perforation de 2. Il y a la rune de Chaleur, qui augmente la caractéristique de dégâts de vos armes de 1 sur un 6 au jet de blessure, et sur un effet amplifié, vous infligerez des 3 blessures mortelles à toutes les unités ennemies qui se trouvent à 3 pouces ou moins de vos unités Fire Slayer. La sous-faction Emdar de la liste d'aujourd'hui vous procure une aptitude de commandement qui permet de vous activer en premier pendant la phase de combat. Toutes les unités Emdar sont immunisées à la bravoure lorsqu'elles sont entièrement à 12 pouces des objectifs. Le général Emdar possède un trait de commandement qui force l'ennemi à soustraire 1 à ses jets de blessure lorsqu'il attaque le général, ou alors une unité qui se trouve entièrement à 12 pouces de ce général, et un artefact qui permet au porteur de mieux se battre contre les héros, mais qui est toutefois anecdotique. En termes de composition d'unités, nous avons tout d'abord un Witchfinder en général qui permet de débloquer les Berserkers Horseguard en battle line spécifique pour l'armée. C'est très important, car vous allez le voir plus tard, nous avons 4 de ces unités dans la liste qu'on va voir aujourd'hui. Nous avons ensuite 2 Runesmithers, qui sont des prêtres qui permettent de faire de la frappe en profondeur. Un Runesmither possède la prière de soin, tandis que le deuxième possède la prière Tempête de Cendre, qui permet de faire courir et charger une unité Fire Slayer. Enfin, en dernier héros, nous avons un Battlesmith. Le Battlesmith porte un artefact qui est le Nulcidian Icon, qui permet d'annuler sur un 4+, les sorts le ciblant, ainsi que les sorts ciblant les unités entièrement à 12 du porteur de cet artefact. Du côté des lignes, nous avons 4 unités de 10 Orgward Berserkers. Les Orgward Berserkers ont une protection à 4+, lorsqu'ils se trouvent à 10 pouces ou moins d'un héros. Dans le cas contraire, ils auront une protection uniquement de 6+. Ils ont 2 options d'armes, une hache qui fait 2 blessures mortelles sur un 6 à la touche, et une deuxième hache qui touche sur 3+, blesse sur 3+, raid-1, dégâts 2. D'autres de ces unités dans l'armée sont équipées des haches qui font des blessures mortelles, tandis que la deuxième sont équipées des haches qui font dégâts 2. Nous avons ensuite 3 unités de 5 Auric Horseguard qui sont les gardes du corps de la faction. Lorsqu'un héros subit des blessures à proximité d'unités d'Auric, sur un 4+, la blessure est redirigée vers cette unité. Les Auric ont également une arme de tir avec 2 tirs par tête, portée 18, 3+, raid-1, dégâts 1. Lorsqu'on attaque un monstre et que le monstre est blessé par l'attaque, à la fin de la phase de tir, on lance un dé, sur un 4+, le monstre voit son mouvement divisé par 2. Pour finir, il y a également dans la liste une unité de 10 Vulkid Berserkers qui sont la ligne de base de la faction et qui ont la particularité, lorsqu'ils meurent, d'attaquer avant d'être retirés du champ de bataille. Du côté des bataillons, nous avons un bataillon Warlord avec 3 des héros de la liste et l'unité de Vulkit pour débloquer un artefact supplémentaire. Nous avons un bataillon Hunter of the Earthland avec 3 unités de Berserker Horseguard afin d'annuler les actions monstrueuses de l'ennemi. C'est très important car on cherche à profiter au plus possible des aptitudes de commandement, que ce soit attaque en règle pour le plus en touche, ou bien aptitude de commandement Emdar pour s'activer en premier. Le reste de l'armée, quant à lui, est dans un bataillon Battle Régiment afin de descendre en pause. Maintenant qu'on a vu comment la liste fonctionnait, on va voir avec Mr. Za comment la liste fonctionne en pratique. Donc voilà, comme prévu, on se retrouve pour l'analyse pratique de la liste avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu, qui est Mr. Za, donc Romain de l'équipe Indécent. Salut Romain. Hello. Alors comme je l'ai dit, on t'a déjà vu pour l'analyse d'Archaon en disciple de Tsench, mais cette fois-ci on est en Fire Slayer, et comme j'imagine que certaines personnes vont découvrir la série avec cette vidéo, ou tout simplement n'étaient pas intéressées par l'analyse qu'on a fait en Lost Arcanum, je vais te demander de te représenter sommairement, en nous disant comment tu commençais le wargame, et quelle est ton expérience compétitive avec cette liste qu'on va voir aujourd'hui. Oui, ok. Donc, je m'appelle Romain. Mon pseudo, c'est Mister Za. J'habite Paris.
J'ai commencé le wargame, comme beaucoup de monde quand j'étais adolescent et tout d'abord en achetant, des figurines à droite à gauche, puis en jouant, le samedi soir dans la boutique, locale et puis c'est véritablement il y a 2 ans que j'ai, commencé le compétitif en, reprenant le wargame à travers Age of Sigmar et donc voilà. Pour ce qui est de mes exploits en tournoi avec ces Fire Slayer, alors j'ai joué, beaucoup les Fire Slayer en début de V3. J'ai fait quasiment, l'intégralité de mes tournois, V3 en Fire Slayer, un petit peu d'Ogre, mais surtout Fire Slayer et dernièrement Host Arcanum comme on a pu le voir dans la précédente vidéo. Donc j'ai fait un top 8, à la FSC Cherbourg avec, cette liste Fire Slayer. Sinon j'ai fini deuxième avec une petite variante à un tournoi du Squig et globalement j'ai toujours fait des résultats très corrects sur les divers tournois où j'ai pu jouer, des listes Fire Slayer. Ok, bah merci de ta présentation. Alors la liste qu'on va voir aujourd'hui, peut-être qu'elle va étonner certaines personnes qui sont pas forcément familiers avec la manière compétitive de jeu Battletom, parce qu'en effet, t'as fait un parti pris qui est de plus en plus répandu dans les listes First Layer en V3, et c'était pas forcément le cas en V2. Dans ta liste, tu ne joues pas de Mad Madrot. Donc moi, j'aimerais savoir comment tu as conçu la liste, quelle était la logique derrière, et quels sont les différents choix que tu as fait. Donc, premièrement, pour ce choix de ne pas inclure de Mad Madrot, mais aussi dans l'inclusion de certaines unités en grand nombre, comme par exemple les Oricur's Guard. Est-ce que ce sont des unités que tu te sers comme d'unités de protection uniquement, ou est-ce que le fait que ce soit également des unités de tir avec une certaine létalité te sert dans la liste? Comment tu fais? D'accord, Comment tu abordes les First Slayer à ce niveau-là? bien sûr. Je vais commencer tout d'abord par la raison pour laquelle je ne joue pas de Magmadrof. Tout simplement parce que je pense comme la plupart des joueurs Fire Slayer en début de V3, qui dit V3 dit, version des monstres tant qu'on est sur le royaume de Gur. J'ai commencé par inclure 2 Magmadrof dans mes listes et en fait, je me suis simplement rendu compte que comme le Battle Tome est plutôt ancien, le War Scroll des Magmadrof est vraiment très vieillissant et le War Scroll manque terriblement de létalité. En termes de tankiness, c'est correct, sans plus pour le prix, mais en termes de létalité, c'est trop compliqué. On est sur cette attaque de monture qui touche à 4 et comme on le sait en V3, on peut plus monter à 2 plus de touches. Donc, c'est-à-dire qu'on va systématiquement, dans le meilleur des cas, toucher à 3 plus sur cette attaque. C'est très peu et en plus, on est sur des dégâts multiples, dégâts 2 ou multiples version D3, donc vraiment rien d'optimal. Donc au début, je les avais mis et je me suis rendu compte que, concrètement, je rapportais plus de points à mon adversaire en jouant des Magmadrof, qu'eux ne m'ont rapporté, dans mon plan de jeu. Simplement parce qu'à chaque mort de Magmadrof, ça va rapporter un point à l'adversaire avec le royaume de Gur. Sachant qu'en général, comme c'est quand même assez tanky et qu'il y a d'autres choses à côté, ton adversaire va t'en tuer un à un tour, un round pour être exact, et le deuxième à un autre round. Donc déjà, tu vas donner quasiment 2 points à ton adversaire juste pour avoir tué un monstre. Et comme tu mets un rune phaser en général sur un de tes Magmadrof, tu en fais ton général. Et donc ça implique, en plus, il peut faire la battle tactique, tuer un général et tuer un monstre. Et comme en plus, et comme, les gros monstres de cette V3 sont tout à fait capables de tuer, les Magmadrof, ben, on se rend rapidement compte qu'on peut, littéralement donner, 8 points à l'adversaire, avec nos Magmadrof. Sachant qu'en fait, ils vont rarement en rapporter 8, ils vont rapporter monstre accapareur. Avec un peu de chance, ils vont pouvoir rapporter, 2 unités dans le territoire ennemi. Mais alors, le temps que les Magmadrof arrivent là-bas, faut pas se mentir, c'est que la partie est déjà gagnée depuis très longtemps. Donc voilà, le postulat était de se dire: «Bon, je vais les sortir parce que déjà ça coûte trop cher et ça rapporte plus de points que ça va, m'en rapporter». Ce que tu nous expliques en fait, c'est que les Magmadrot, par rapport à leur efficacité en termes de létalité, c'est pas assez bien. Et que vu que c'est le seul monstre de la liste et qu'on est sur l'infanterie assaillante en First Slayer, t'es pas en capacité d'optimiser ton scoring, que ce soit pour les tactiques de bataille ou même pour certaines grandes stratégies. Et donc, en jouer un, c'est pas assez bien parce que tu peux pas faire les tactiques de bataille, et en jouer deux ou trois, ça devient trop cher. C'est ça? Exactement, oui, oui. C'est pas rentable. En tout cas, dans ce royaume de Gur et en l'état, ce n'est pas rentable. On verra le jour où le War Scroll sera, remis au goût du jour ou peut-être, à la fac de l'hiver si jamais, le Magmadross chute en points, peut-être qu'on songera à en remettre. Mais pour le moment, je pense pas qu'on en voit beaucoup dans des listes hyper compétitives. Ok, donc en effet, c'est quelque chose qu'on peut remarquer dans pas mal de listes. T'es pas le seul à faire ça. De plus en plus de horreurs à pied arrivent
en Fire Slayer, et surtout, il y a un deuxième avantage à ça que j'ai remarqué qui est lié au bataillon de la V3, c'est que avoir pour le même coup en point plus de héros à pied à la place d'un seul Magmadrot, ça permet de débloquer notamment le bataillon Warlord qui apporte beaucoup d'avantages en Fire Slayer, notamment avec l'optimisation supplémentaire, le point de commandement que ça vous apporte. C'est vrai, c'est vrai. En plus de nous donner accès à des artefacts qui sont très très bons. Ouais, il y a pas mal d'artefacts qui peuvent être très efficaces en Fire Slayer. Et surtout, même si on parle de la fameuse amulette de la destinée, il y a deux trois choses dans le bataillon de Fire Slayer que les gens connaissent pas forcément et qui ont un certain effet de surprise sur l'adversaire. Oui, c'est vrai. Il y a des petits artefacts un peu cheese, notamment je pense au Grimwrath Berserker qui vous permet en fait d'en faire un véritable, mini Gotrek. Ça permet en fait de venir coller des très grandes baffes aux monstres et comme on le sait, on est dans une méta, monstre et donc bah, protégé par des petits auriques. En plus, tu peux lui donner le petit trait supplémentaire qui lui permet de courir et charger et on a un petit missile qui va venir s'activer plusieurs fois et qui va mettre des grandes claques dans les monstres, qui va pouvoir tout reroll et c'est très sympa et c'est vrai que l'avantage d'avoir beaucoup de petits héros à pied parce que les héros à pied Fire Slayer sont plutôt peu chers, hein, pour leur war scroll eh bien ça permet de débloquer ces bataillons qui donnent accès à des CP dont on est très demandeur en Fire Slayer pour buffer soit la défense ou alors pour améliorer l'attaque, la reroll des charges, etc. Ou même faire des courses automatiques parce que comme on ne bouge que de 4, des fois on est bien content de pouvoir se projeter sur un tour un peu à vide. Et les héros Fire Slayer, en plus de ça, ils sont accompagnés des Aurics. Et moi, pour t'avoir affronté en BMAT avec ta liste là, je Mhm. peux vous dire que les Aurics, c'est quelque chose qui est pas très rigolo à affronter parce que lorsqu'on les voit, on s'imagine que c'est une unité de garde du corps basique comme peuvent l'être les Saurus Guard, et donc qui, en dehors de leur capacité à faire des PV tampons, sont pas super menaçants. Et il s'avère que c'est pas le cas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous dire comment la létalité fonctionne des Aurics et pourquoi aujourd'hui c'est quelque chose de menaçant, offensivement parlant? Oui, bien sûr. Alors les auriques, comme tu l'as dit, c'est les gardes du corps avec en fait des sortes de lances de feu. Et ces lances de feu ont une portée qui est tout à fait correcte parce qu'on est sur une portée de 18 pas. Et on a 2 tirs par tête. 2 tirs par tête, plus un pour le chef. Donc sur un format, vanilla, on est donc sur cinq modèles qui vont pouvoir nous faire 11 tirs. Et là où ça devient intéressant, c'est que, déjà on a une, perforation qui est native sur l'arme et on a un effet, je vais dire qui se coule, qui est que quand on cible des monstres, eh bien, on va simplement faire des dégâts 2 au lieu de dégâts 1 et en plus de ça, si jamais on a infligé une blessure qui ne sera pas sauvegardée par, le monstre, eh bien, on va jeter un dé et sur un 4+, on va simplement dire au monstre: «OK, tu as -1 to hit et ton mouvement sera divisé par 2 jusqu'à la prochaine phase, de tir». Voilà. Donc ça, évidemment, vous comprenez bien que c'est très très intéressant dans une méta compétitive à l'heure actuelle qui comporte Archaon à tous les tournois, que ce soit en une ou plusieurs fois, et surtout que toutes les armées qui peuvent inclure des monstres le font. Et donc, quand on a des monstres très offensifs, où le plan de jeu, c'est de vous foncer dessus, diviser le mouvement par deux lorsque vous sortez de FEP, par exemple avec le Runesmeter, c'est quelque chose de très menaçant pour un adversaire, surtout lorsqu'il n'est pas préparé à se prendre ce genre de choses-là. Et vous multipliez le fait de pouvoir réduire le mouvement par le nombre d'unités que vous avez. Donc vous avez de plus en plus de chances de le faire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que les Auric, on les joue en MSU. Premièrement, ça va pas griller un point de renforcement pour rien, et surtout, ça augmente la capacité de réduire le mouvement d'un monstre adverse. Exactement et en plus, en fait, le mine de rien, on est quand même sur de la saturation raid-1, donc ça permet, d'aller chatouiller les monstres, mais ça permet aussi de venir tuer des petits héros totems qui sont soit pas très bien protégés, donc il y a pas de malus de -1 à la touche, ou alors qui sont simplement, pas très armurés, qui ont 5 PV, je pense à des sorciers, des petits gobelins et cetera. Et bien, mine de rien, quand on va commencer à mettre 10 aurics, ou alors même les 15, hein, potentiellement, bah, on est presque assuré de venir tuer un héros totem. Ouais, c'est clair que dans toutes les listes, surtout des listes de corps à corps, pouvoir tuer des héros totems, donc des rois 5-6 PV, qui sont parfois de très gros buffers, c'est quelque chose qui est toujours louable, et qu'on cherche à obtenir lorsqu'on peut le faire dans son Battle Tome, surtout avec les Berserkers qui sont assez lents, Fire Slayer, et donc vous mettez du temps à vous projeter, et pour le peu qu'il y ait des écrans devant
vos unités de corps à corps, c'est pas demain la veille que vous allez tuer des héros mages avec vos hachettes. C'est vrai, effectivement, j'ai déjà essayé, j'ai jamais réussi. Non, les hachettes, voilà, c'est quelque chose qui peut servir à faire un ou deux PV et qui parfois peut débloquer des situations sur des coups de chance, mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. Surtout que les runes de tir du Battle Town Fire Slayer sont pas forcément les meilleures en termes de fiabilisation. Et donc, inclure des vraies unités de tir que les gens connaissent pas forcément, c'est quelque chose qui vous permet de débloquer certaines situations et même voir certains match-up. Et en parlant de match-up, est-ce que tu peux nous parler du plan de jeu global de ta liste en Fire Slayer? Comment tu abordes tes match-up positifs, tes match-up négatifs? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, que ce soit dans le plan de jeu général ou dans des plans de jeu un peu plus particuliers, lorsque par exemple tu vas être sur des scénarios comme des scénarios à héros ou des scénarios qui te demandent de faire certaines choses particulières, comme par exemple marquer le territoire. Est-ce que c'est des trucs que tu peux faire en Fire Slayer ou c'est des scénarios qui sont pas automatiquement perdus mais très compliqués, qu'importe l'adversaire en face de toi? Bien sûr. Alors, la conception de la liste a été faite, justement dans l'optique de n'avoir, aucun match-up ingagnable et ou alors aucun match-up où, je prends une très grosse défaite. Les Fire Slayer ont la capacité de faire ce type, d'avoir ce type de liste en fait qui est extrêmement fiable parce que, j'ai beaucoup d'unités. Je joue avec, donc 40 berserkers en pack de 10. J'ai 3 fois 5 auric. J'ai en plus, un pack de Vulkite. Et donc des multitudes de héros qui vont être très durs à tomber parce que je vais pouvoir rediriger les PV. En plus d'avoir une protection à la magie en bulle. Et donc l'idée de la liste, c'est qu'en fait, il y a aucun match-up qui est un gagnable parce qu'on a une grosse latitude. On a nos 2 petits prêtres qui vont nous permettre potentiellement de FEP dans les match-up où il est essentiel de venir agresser le fond de table adverse. Dans ce cas-là, on va prendre nos 2 prêtres, on va les mettre en FEP, on va mettre des berserkers avec et en fait, on menace l'adversaire en lui disant: «Écoute, c'est simple, si jamais, tu envoies, tes unités, impactantes devant, bah, sache que moi je vais arriver derrière et je vais m'occuper de reprendre tes objectifs ou de raser en fait tes unités qui sont là pour tirer de loin». Donc on peut penser, à des Iron Drake, des choses comme ça, des balistes, les Cruel Boys là avec les arbalètes, les Bold Boys pour être exact. Et en même temps, dans les match-up où il n'y a aucun intérêt à aller en FEP, et ben c'est pas grave. On va avoir nos 2 petits prêtres qui vont venir se déployer normalement, à côté de la forge et qui vont venir en fait faire nos bulles de Feel No Pain sur nos berserkers, mettre les prières au bon endroit pour potentiellement envoyer en missile une unité de berserker en course et charge et venir menacer quelque chose. Et comme je joue, des packs de hache et des packs de fléau, je peux m'adapter vraiment de manière optimale. Parce que si j'ai besoin d'aller taper quelque chose qui a une très forte armure, et ben je vais envoyer mes fléaux. Mes fléaux, ça fait 2 BM pour chaque 6. Potentiellement, ça peut ouvrir, n'importe quoi qui est en 1+ de sauvegarde ou 2+, ignore la reine -1. C'est pas grave, on va faire des blessures mortelles. Contrario, si on est sur quelque chose où on doit faire beaucoup de PV et la sauvegarde n'est pas très importante, et ben on va envoyer les haches. Là, on est sur, pour un pack de 10, 21 attaques, reine -1, dégâts 2. Potentiellement, on peut mettre la rune de perforation qui va nous passer reine -2. Bon, si on critique, mais on peut pas vraiment compter dessus, on est en reine -3. Alors là, il y a quasiment rien qui peut, arrêter, nos packs de haches. Mais voilà, c'est en fait, les Firesters ont cette force qui est de tenir extrêmement bien en défense, mais qui ont cette capacité, mine de rien, avec la rune de mouvement ou avec la course et charge, de faire un tour, on va se projeter vers l'adversaire et comme on est très nombreux, eh bien, en fait, on va venir littéralement asphyxier l'adversaire sur toute la table et ça explique, en tout cas, c'est ce que je pense, que la liste, en fait, est très bonne parce qu'elle est capable de surprise. Sur des grandes charges, sur des courses et charges, on peut venir menacer des choses que l'adversaire a pas forcément, prévues et en même temps, on est tout à fait capable, si ça se passe mal, de faire un beau dispositif où, bah, tant pis, c'est pas grave, la charge n'est pas passée. Ah, il n'empêche que mon adversaire, s'il veut passer, il va devoir impacter les berserkers qui sont en sauvegarde à 5, mais surtout Feel No Pain à 4+. Et donc, la prise de risque, elle est pas énorme. Quoi qu'il arrive, si on fait un beau dispositif, on sait qu'on va pas exploser parce qu'il y a beaucoup d'armées qui sont un peu comme ça. Je pense, à Iron Joe où on va envoyer tout dans la tête de l'adversaire. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, on est en dehors des bulles des War Chanteurs et cetera et ça, on va pas le rencontrer
en fait, chez les Fire Slayers parce que les War Scrolls sont intrinsèquement bons. En dehors de cette bulle de Deep Within pour avoir le Feel No Pain, on peut se permettre de faire plein de choses et on est menaçant au corps à corps, on est menaçant au tir. Alors on n'a pas de magie, les invocations sont correctes, mais un peu chères pour ce qu'elles font, donc on préfère rentrer à autre chose. Mais malgré tout, l'armée est très complète et ce qui explique qu'elle est capable de battre tout. D'accord, donc on est vraiment sur une armée qui est versatile dans sa manière d'aborder la chose, mais on peut considérer quand même que les Farseers sont une armée qui est assez lente. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que cette mobilité absente du Battle Tom en dehors de la FEP de vos héros, c'est quelque chose qui pose un problème et qui fait qu'aujourd'hui, en dehors de certains spécialistes, on retrouve peu les Fire Slayer dans le format compétitif, parce on l'a vu sur la tier Mmh. list, les Fire Slayer c'est pas quelque chose qui centralise la méta, mais je tiens à le rappeler encore à nouveau, ça ne veut pas dire que c'est une armée qui est faible, c'est juste que c'est une armée qui a des forces qui sont très menaçantes pour le metagame, mais c'est pas pour autant qu'on doit se dire à chaque fois qu'on crée une liste, ah mais qu'est-ce que je vais faire si j'affronte les Fire Slayer. Donc aujourd'hui, si les Fire Slayer fonctionnent, est-ce que tu penses que c'est grâce à leur mécanique inhérente ou c'est parce qu'ils vont venir contrer directement le plan de jeu de la moitié des armées de top méta qui sont au corps à corps aujourd'hui, telles que Archaon, les Urukwar Clans ou les Sons of Behemoth, tout simplement grâce à Mdar qui permet d'activer en premier et avec une létalité qui est d'une violence tellement phénoménale que finalement, lorsque tu t'actives avant ton adversaire, tu lui empêches toute chance de riposter puisqu'il est déjà mort. Oui, alors effectivement, je pense que déjà le fait que les tables ont été réduites en V3 font que, c'est à la faveur des Fire Slayers. Parce que bon, évidemment, tape réduite implique moins de distance à parcourir et donc, de ce côté-là, les Fire Slayers ont eu un petit up. Malgré tout, il est vrai qu'on manque de mobilité. Il suffit de voir le War Scroll, hein, 4 de mouvement, c'est pas énorme. Mais et en fait, ça va venir impacter surtout notre capacité à scorer beaucoup plus que l'adversaire. Parce qu'en réalité, avec, le BT Fire Slayer comme il est actuellement, on peut gagner contre tout le monde, mais il est peu probable de faire ce qu'on va appeler des victoires éclairs où on va faire un score écrasant et on va venir infliger un 20-0. Et ça s'explique simplement parce que le Fire Slayer, c'est une mécanique qui est lente, mais qui est un peu inexorable. Si le plan de jeu est bien et se déroule bien, on se retrouve souvent en fait à table raser l'adversaire. Malgré tout, ça nous arrive de table raser et d'être derrière au point parce qu'en fait, on n'a pas eu le temps de traverser la table, d'aller scorer suffisamment et et on n'a pas ces monstres. En fait, on n'a pas ces monstres pour venir grappiller des points à droite à gauche. Donc tout scoring est bon à prendre et il faut surtout pas se tromper sur, comment tu vas dérouler tes tactiques. Heu et bon, c'est vrai comme tu l'as dit, la MDAR, le fait de frapper en premier, c'est extrêmement fort. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire impacter par un mot crochat, de riposter avec des fléaux, par exemple, et sur un jet de dés un peu chanceux, on va venir lui infliger, 18 BM. Bon là, on est très chanceux, mais dans l'ancien War Scroll, des des mots crochats, il y avait pas 18, PV, donc c'était, très courant en fait de venir sécher un mot crochat avant qu'il frappe. Quoi qu'il arrive, un mot crochat qui frappe avec 4 PV, il est en dégressif, on n'est pas sur la même chose et nous, on tank bien en Fire Slayer et donc les Fire Slayer vont venir s'épanouir dans une méta qui est corps à corps. Et actuellement, on n'a pas tant que ça de listes qui sont full tier. Même les listes de tir, je vais penser, aux Luminette, je vais penser aux Living City, ce sont un juste milieu entre des unités de tir et des unités de corps à corps. Et les unités de corps à corps, on va toujours venir les punir avec des Fire Slayer. Il y a très peu d'unités, de corps à corps qui sont capables de se dire: «OK, cette unité de 10 berserkers, je vais la tuer à 100. Parce que et donc et surtout qu'en MDAR, on va être immunisé des routes. Donc il y a des plans de jeu où l'adversaire va se retrouver loqué avec un berserker ou 2 et derrière, quand bien même il a le tour, eh bien il est loqué. Il va pas pouvoir désengager pour charger et il va se retrouver à devoir à se réactiver dans nos berserkers. Donc je pense que c'est vraiment pour ça que, la liste effectivement, personne ne va construire pour contrer Fire Slayer parce qu'en réalité, déjà c'est comme tu as dit, c'est très peu présent parce que c'est pas si simple à jouer. On est sur une armée qui est très lente et donc qui dit armée lente, si vous faites une erreur de plan de jeu, vous allez avoir beaucoup de mal à, rattraper votre retard en points. Je pense que c'est une des raisons, hein, pour laquelle l'armée est très peu jouée. Le fait aussi qu'on ait peu de war scroll,
Je crois que si on cherche bien, on doit avoir littéralement, 3 boîtes différentes dans la gamme, de Game Workshop et donc c'est vrai que malgré que ça soit des figurines avec un design qui est super cool, c'est quand même des nains en slip, hein. Heu, il y a très peu de war scroll et ça peut réfréner des joueurs. Je pense que ça joue, hein, dans le fait qu'on les voit pas tant que ça dans la méta et on est aussi sur un gameplay qui est, très répétitif. Par ce manque de mobilité, le plan de jeu va souvent être le même. Même si la frappe en profondeur va venir apporter des petites subtilités. Mais globalement, le plan de jeu, le déploiement, il est quasiment systématiquement le même. Il faut respecter nos bulles de 12 autour du général, de 12 autour de la bannière, de 10 within avec les héros. On met nos aurics derrière les héros et on essaie de menacer avec la portée des tirs des aurics et le déploiement est souvent le même. Et c'est bien pour ça qu'on se permet en Fire Slayer d'être très haut en pause. Parce que de toute manière, si jamais on nous laisse le tour 1, c'est pas grave. Nous, on va prendre la table, on va se mettre sur les objectifs, on va faire un dispositif qui est compliqué à l'adversaire, pour le casser et c'est là où en fait on va engranger des points et pareil, si jamais il prend le tour 1 et ben on le menace sur un double tour et un double tour Fire Slayer, on est capable de table raser un adversaire. Moi, j'ai vu un Fire Slayer à Malmoulbash qui est Frosties, qui a facilement gagné le tournoi avec des Fire Slayer, et il affrontait plein de listes, et en finale, il a joué contre un Luminette. Et on remarque bien que les Fire Slayers peuvent tirer leur épingle du jeu, même contre des listes où on peut supposer sur le papier doivent les contrer parce que Luminette ça a beaucoup de magie, de contrôle et de tir de suppression. Mais le fait de multiplier les héros à pied et donc les sources de protection de vos unités clés qui sont les berserkers, mais aussi d'avoir de la frappe en profondeur, et même l'ajout dans la V3 qui est cette nouvelle aptitude de commandement All Out Defense, qui permet en fait de venir augmenter la résistance de la sauvegarde des First Slayer, parce que je vous le rappelle, les First Slayer en V2, ils avaient une aptitude pour augmenter la sauvegarde des Berserkers, et maintenant en V3, ils en ont 3, voire 4. Et donc vous vous retrouvez sur des enclumes de 10 figurines qui font 20 PV, où vous pouvez facilement être en 4 plus de save, ignore l'arrêt de -3, l'arrêt de -4, et ensuite derrière avoir une protection qui vous empêche vraiment de vous faire sécher rapidement. Moi je pense que les First Slayer, ils ont peu de match-up où ils vont gagner de manière absolue et peu de match-up où ils vont perdre de manière absolue. Mais il y a une liste que j'ai remarqué qui peuvent arriver en tournoi, qui est capable de faire énormément de BM, quasiment 30 BM par tour, c'est les Cruel Boys. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que les Cruel Boys, c'est une menace pour les First Slayer parce que, un, ils ont les écrans, et deux, ils ont la capacité de tirer sur vos héros et de les tuer, donc tous les héros, parce que 30 BM par tour, ça fait des héros à 5 PV, ça en fait 6. Donc on est sur une moyenne. Et ensuite, derrière, vous vous retrouvez avec des berserkers qui sont seuls, et mine de rien, c'est que 20 PV par pack, si vous voulez jouer par 10, et 30 PV par pack si vous voulez jouer par 15. Et est-ce que tu penses que cette menace en termes de BM, mais aussi en termes de présence sur la table, c'est quelque chose qui peut venir embêter un First Layer, et être peut-être un des match-ups qu'on pourrait considérer comme le plus négatif? Alors honnêtement, je ne pense pas que ça soit un match-up hyper négatif. Effectivement, il y a beaucoup de blessures mortelles. Malgré tout, toute notre infanterie, bon, à part les Vulkites et enfin non, juste les Berserkers au final ont un Philopane, mais que bon, si on prend ma liste, ça représente, 40 figurines, 80 PV en Philopane à 4. Donc en fait, l'ABM, on va venir la contrer là-dessus. Et en plus, on n'est pas, ça m'arrive très souvent de faire des rallyes hein, sur mes berserkers. Parce que vous laissez un pack de berserkers à 1, on fait un rallye, on est un peu chanceux, on relève 3 berserkers, c'est quand même 6 PV Phinopède à 4. Donc voilà. Malgré tout, nos aurics ont vraiment la possibilité de venir tuer des ball boys. Les ball boys, ça tank pas. Donc même si on est sur du dégât 1, on va venir en tuer 2, 3, ça va pénaliser l'adversaire. On peut tuer les chamans qui vont venir buffer les blessures mortelles. Heu, on a une bannière qui va nous protéger à la magie et c'est vrai qu'on a un sort Cruel Boy qui permet de retirer, une ward, donc ça, c'est très fort. Malgré tout, je de mémoire, je crois que la portée est de 6 pas, hein. Donc ça implique que l'adversaire doit se mettre à 6 pas et sur un 4+, on va venir, enfin sur un 5+, on va venir l'ignorer. Donc, on est quand même sur un gros gamble là, parce que, c'est-à-dire qu'on va mettre son héros tout proche pour venir faire son sort pour, être sûr de tuer une unité, mais on a une chance sur 3 que, bah, ça ne passe pas et derrière on va perdre son héros. Hem et
Au-delà de ça, je pense que la létalité au tir des Kruleboy est un peu prévisible, dans la mesure où dès qu'ils vont bouger avec leurs Ball Boys, ils vont pas pouvoir tirer à pleine distance. Donc si vous êtes un petit peu habitué avec les notions de distance et autres à gérer, en fait, vous allez très vite donner, des cibles pour que le Kruleboy tire dessus, et ça sera des cibles où vous allez accepter que le Kruleboy tire dessus. Vous allez bien évidemment, pas mettre vos aurics à portée, où vous n'allez pas mettre vos héros clés à portée. Comme vous avez quand même des bulles qui sont suffisamment, grandes, hein, on parle de 12 pas, je pense sincèrement que Kruleboy, c'est un match-up qui est tout à fait gérable, d'autant plus que quand on joue des Runesplitters, on peut venir en frappe en profondeur, et même si jamais le Kruleboy a des écrans, hem, le tir de contre-charge, on est capable de l'encaisser avec, le petit prêtre qui va donner la bulle de 10 cuisine sur les berserkers qui vont faire une charge à 9. Et puis, on a tellement de PV. En fait, c'est ça le problème, c'est que je sais, enfin de mémoire, ma liste, elle a quelque chose comme plus de 240 PV, donc OK, on fait 30 BM par tour, mais bon, i on encaisse, et 4 berserkers sont tout à fait capables de venir tuer, 9 ball boys. Donc je pense que ça serait un match-up intéressant. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, il est vrai, mais je pense que ça reste un match-up qui est jouable. En vrai, c'est très intéressant comme remarque de voir qu'à chaque fois qu'on aborde un match-up en V3, moi je pense que l'absence des First Slayer en début de cette V3, dans les résultats, au moins en France, c'est lié à une erreur que peut-être les joueurs ont fait dans la construction de liste, ou alors qu'ils ont théorie crafté et on déduit que, c'est que quand tu parles d'un match-up, Romain, on remarque rapidement que la solution à tes problèmes, au corps à corps, c'est les Auric Guard. Et que sans eux, en fait, à l'instar d'une liste Archaon qui sans Kéros tient pas forcément debout, les Auric Guard, si c'est pas la menace primaire de la liste, c'est une unité qui est essentielle. Et donc, que ne pas les inclure et par exemple décider de spammer les berserkers, donc les unités de corps à corps, c'est quelque chose qui peut porter préjudice à un build of Fire Slayer. C'est très intéressant de remarquer que cette unité-là, qui n'était pas forcément la plus célèbre pour sa létalité, mais à peine pour son utilité, en fait, se retrouve indispensable dans la plupart des match-ups en V3, parce que 1. Vous gérez les monstres, 2. Vous gérez les unités de tir qui sont toutes fragiles en V3, que ce soit les Ball Boys, les Archers Luminettes ou les Archers d'Auteur of Kain, on est sur des unités qui sont globalement en carton, et que le fait de faire 4-5 PV, bah, ça réduit facilement la létalité des unités de tir qui peuvent te menacer, et que donc un adversaire qui joue tir se retrouve désemparé devant la multitude de héros qui lui empêchent de faire quelque chose qu'on cherche tous à faire lorsqu'on joue Fire Slayer, c'est tuer absolument tous les héros pour rendre les berserkers très fragiles, parce que sans héros, ils ont plus de bonus en sauvegarde, plus de protection, et ils sont pas plus solides que des rats des clans. Et donc, le fait de ne pas pouvoir faire ça parce qu'on vous tire dessus, qu'il y a de la FEP, qu'il y a trop de héros, et que même il y a en fait trop de résistance parce que vous pouvez pas faire une percée sur des unités berserker, c'est quelque chose qui est très embêtant, qui fait que la liste, globalement, elle est versatile, peut à peu près tout gérer, sans pour autant gagner de manière éclatante. OK. Ouais, je me permets quand même d'ajouter, les berserkers, quoi qu'il arrive, on a une ward à 6. Bon, ce qui est anodin, hein, parce qu'on va pas se mentir, une ward à 6, c'est pas dingue. Malgré tout, c'est mieux que les rats des clans. En tournoi, je me suis rendu compte, que souvent, je me suis trouvé dans des situations où tous mes héros ou presque étaient morts, ou en tout cas, je n'ai plus suffisamment de héros pour, avoir, toutes mes bulles de Feel No Pain, enfin de ward, j'arrête de dire Feel No Pain, mais de ward. Et le problème, c'est qu'en fait, un Earthguard Berserker, même sans ward, ça reste un Earthguard Berserker qui va frapper plein profil. Et en termes de létalité, on se place sur un très bon War Scroll. Et donc, même si votre adversaire va tuer vos héros, ce qu'il va réussir à faire potentiellement, mais pas avant le tour 3-4, eh bien, en fait, le tour 3-4, vos Berserkers, ils vont impacter. Et ils sont tellement bons dans l'agression que souvent, il se suffit, en fait, c'est pas grave de pas tanker quand il y a plus personne qui vous tape dessus. Donc donc si jamais vous les impactez, mais que vous n'avez pas de ward et que vous les avez tués, bah, plus de problème, en fait. Et en fait, je me rends compte que c'est vraiment le fait d'avoir beaucoup de PV, couplé, en fait, à cette tankiness qui est compliquée à gérer, qui fait que même si vous perdez vos héros, et au final, c'est même pas dramatique, pour certains match-up. Et c'est le cas où Luminette va souvent réussir
à tuer vos héros au fur et à mesure, mais le problème, c'est que quand vos berserkers, ils vont impacter les archers, oui, au contre-charge, vous allez en perdre 4, 5, mais il n'empêche que 5 berserkers H, ça suffit à, couper en 2 un pack de 20 archers, par exemple. Donc c'est pas forcément dramatique. Ouais, c'est intéressant de voir que les Fire Slayer, finalement, grâce à leur capacité à résister à toute forme d'assaut, c'est un peu à l'instar des subs, une armée qui est monolithique, donc c'est-à-dire qu'on voit instantanément comment ça va marcher et quelle est la manière d'aborder la chose lorsqu'on joue contre. Et mine de rien, lorsque vous jouez Fire Slayer, vous êtes plus embêté par les scénarios que par la liste que va jouer votre adversaire. Parce que par exemple, si jamais le scénario c'est interférence tectonique en First Slayer, c'est tranquille, on pose les berserkers, on regarde l'adversaire, que ce soit l'objectif 1, 2 ou 3, généralement on est un peu partout et on met du temps à mourir. Mais par contre, si le scénario c'est marquer le territoire, si c'est veine de cure, ou même si c'est l'étau, vous êtes à peine capable de traverser la table en 4 rounds, et donc vous êtes obligé d'utiliser vos FEP pour commit, et c'est pas forcément quelque chose qui est évident, vu que la table est en longueur dans ce genre de scénario. Et donc aujourd'hui, tu penses, c'est quoi les mauvais scénarios pour un Fire Slayer? Alors ça va être, tout en fait, ça va être tous les scénarios où, les points vont être, très loin les uns des autres, par exemple. Parce qu'on n'oublie pas qu'en Royaume de Gur, la plupart des scénarios, tour 3, celui qui est second joueur, peut brûler un objectif. Le problème, c'est que, le dispositif Fire Slayer, il est très compact. On a nos bulles. Donc dès le moment où l'adversaire va venir supprimer un objectif dans ce, donc de heu, dans notre camp, souvent c'est dans notre camp, c'est là où on est, et bien en fait, on se rend compte qu'on est derrière, on n'a plus le bonus d'avoir plus d'objectifs que l'adversaire, voire même, on a même plus 2 objectifs, et donc ça nous oblige à bouger et ça, on n'aime pas. D'autant plus que la rune de mouvement, on s'en sert souvent, dans les premiers tours pour venir sur les objectifs, rapidement, pour mettre en place ce dispositif. Donc tous les objectifs qui vont être basés sur une multitude d'objectifs, par exemple, je pense, au nouveau scénario, Terre brûlée, j'ai oublié le nom exact en V3, mais celui où on va avoir beaucoup d'objectifs qu'on peut venir détruire. Le problème, c'est qu'on va devoir mettre des auriques derrière, mais les auriques, ils sont bons quand ils sont en groupe, avec des héros et avec de la protection devant. Et derrière, en fait, on n'est pas à l'abri de venir se faire frapper par des unités en FEP ou autres, et clairement, les auriques au corps à corps, ça ne tape pas. Le Unleash, il peut être envisagé, mais malgré tout, il ne va pas vous sauver d'une vraie unité qui vient chercher les unités de fond de ligne. Donc, tous les scénarios où vous allez être obligé de beaucoup bouger, c'est compliqué. Et je pense que les 2 scénarios que tu as cités, plus, par exemple, celui que j'ai cité, la terre brûlée, ça peut devenir compliqué à mettre en place, selon l'adversaire, et puis selon qui a le tour au troisième round. Et c'est vrai que ça peut arriver, enfin, ça arrive souvent, c'est une des rares armées d'ailleurs, je trouve, un Fire Slayer, où, souvent on se pose réellement la question de, quand on gagne l'initiative, est-ce que j'ai envie de la prendre? Parce qu'en fait, quand un dispositif est bien fait, le fait de le donner à l'adversaire, ça vous ouvre un potentiel double tour où vous allez le punir. Parce que comme vous êtes déjà sur les objectifs, c'est lui qui doit se commit pour venir récupérer les objectifs. Et là, sur un double tour, en général, ça peut sonner la fin de la partie pour votre adversaire. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Fire Slayer, c'est que on a une certaine latitude dans le plan de jeu, en étant très agressif ou très défensif, et on peut être bon sur les deux. Ouais, je pense que ça va être globalement la conclusion de cette analyse, c'est que les Fire Slayer, malgré le fait que les mécaniques inhérentes de l'armée sont prévisibles et peu nombreuses, lorsque vous jouez correctement l'armée, il y a peu de choses qui peuvent venir vous surprendre. Et donc ça en fait une bonne liste de solo, parce que vous pouvez aborder tous les match-ups à peu près sereinement, même si parfois vous allez pester contre certains scénarios. Mmh. Et en équipe, si on n'est pas sur une liste qui est spécialisée, ça peut être quelque chose d'intéressant d'embarquer un First Layer, puisque vous êtes sur une liste qui peut gérer n'importe quoi, et donc soit venir se mettre en défense pour garder l'effet de surprise sur les pairings et les appariements qu'on peut avoir en équipe, ou tout simplement, peut-être même éponger un pairing que vous avez mal estimé lorsque les adversaires font un choix différent que celui que vous avez anticipé. C'est vrai. Je pense que, à l'heure actuelle, Fire Slayer, dans une optique de liste un peu comme, la mienne et celle que tu as présentée plus tôt dans la vidéo, c'est vraiment une liste que vous pouvez envoyer en défense en vous disant: «Je vois difficilement 2 attaquants où je vais me dire: "J'ai perdu 100%"».
Il y aura sûrement un des 2 attaquants où on va se dire: «Au pire, je ferai une défaite hyper mineure et sur un malentendu, je vais prendre une victoire». Ah non, c'est clair, First Slayer, c'est une armée qui est peut-être pas la plus séduisante, que ce soit par les figurines ou ses mécaniques, mais en tout cas les listes qui commencent à émerger de plus en plus et qui donc vraiment viennent remettre en cause la méta actuelle et vont peut-être même encore plus chambouler ce fait préétabli avec la fac de décembre, c'est quelque chose que je trouve très intéressant à observer en tant que spectateur. Parce que, comme je le dis souvent, lorsque je parle de liste d'analyse méta, moi j'encourage toujours des gens très compétitifs à mettre à l'épreuve des listes qui pensent être bonnes. Et aujourd'hui, on voit que les joueurs First Slayer qui ont pris ce pari-là, ça paye. Et que lorsque vous êtes bon en First Slayer, vous êtes capable de prendre à revers des adversaires qui jouent des listes qu'on peut considérer comme les plus puissantes aujourd'hui. Et donc, avec l'arrivée de Nurgle, qui est pas forcément une armée de tir, et le fait que peut-être certaines choses vont bouger, peut-être que les Fire Slayers, ils vont tirer leur épingle du jeu de ça. Je sais pas ce que tu en penses. Et moi, je trouve une évolution qui va être très intéressante à observer, et peut-être qu'on va observer un retour des First Slayers qu'il y avait en V2, lorsqu'ils étaient top méta avec les Osiarks, et les gens vont peut-être devoir adapter leur liste à ces builds-là. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on fait forcément. Oui, je suis d'accord. De toute manière, je pense que le milieu compétitif Age of Sigmar a toujours démontré que dans une méta corps à corps, Fire Slayer avait sa place, de par ses mécaniques de War Scroll et d'allégeance. Et donc avec la venue des Stormcast et des Euroquark clans qui sont globalement plus tournés vers le corps à corps que le tir, avec des nuances, mais tout de même très corps à corps agression, Fire Slayer a tout à fait sa place. Et comme tu viens de le dire, Nurgle qui arrive, c'est quelque chose qui est quasiment sur du full corps à corps et dans ce cas-là, Fire Slayer aura sa place et globalement, on a beaucoup d'armées de corps à corps qui actuellement ne sont pas trop jouées, mais à tout moment, la fac de l'hiver va venir les remettre au goût du jour. Je peux penser notamment à Slaanesh qui, si jamais, Slaanesh prend une très forte, baisse en points, on est sur une armée qui a du tir, mais c'est plus du tir pour avoir de l'invocation. La létalité provient plus des unités de corps à corps. Fire Slayer est un contre naturel et il y a beaucoup d'armées comme ça qu'on risque de voir revenir et que Fire Slayer pourra contrer. D'autant plus que je ne pense pas que le Battle Tome Fire Slayer, se voit, augmenter ses coûts en points. Je pense même que, les Magma Drops vont baisser, des choses comme ça. Donc à voir, il y aura sûrement des choses à faire et moi aussi je vous encourage beaucoup à tester des listes, qui sont un peu hors méta, inattendues. Vous allez sûrement essuyer des défaites au début, mais vous allez faire évoluer votre build. Je pense que pour en arriver à la liste qu'on a montré là, j'ai dû faire, 3 tournois et une multitude de parties avec des amis avant d'en arriver là et c'est tout un cheminement que je trouve très intéressant, plutôt que de net lister une liste, ce qui est faisable, hein. Une fois qu'une liste est dans sa forme finale, en général, il y a pas grand chose à changer, c'est des détails minimes. Mais il y a plein de listes qu'on ne connaît pas encore et qui sont viables et il faut juste les essayer. Il faut accepter, oui, de prendre des défaites un petit temps, mais de toute façon, chaque défaite va vous apprendre plus et vous allez modifier votre liste pour répondre aux critères de la méta. Et c'est pour ça qu'en fait, quand vous regardez les listes des joueurs, très compétitifs, même s'ils font un top 1 avec une liste, ils vont la changer pour le prochain tournoi. Parce que les gens vont s'adapter à cette liste. Parce que la méta, elle est fluctuante toujours. Parce que les gens s'inspirent de la méta à l'étranger, s'inspirent des résultats des tournois qui sont passés, le week-end d'avant et donc, vous ne verrez quasiment jamais une liste qui reste en fait, la même pendant 2 mois. C'est quasiment impossible et Host Arcanum évolue encore, alors que la mouture existait déjà en fin de V2 et performait déjà en début de V3 et donc là, on observe encore des évolutions. Ce qui prouve bien qu'il faut essayer les choses et que globalement, i vous êtes capable de faire des choses avec n'importe quelle allégeance. Ouais, ça c'est sûr. Les Oruk et les Stormcast, avec leurs unités de corps à corps, que ce soit les dragons, type Mokrocha ou Stormdrake, se voyaient déjà voir de la colline. Je pense que les Fire Slayer, vous leur donnez beaucoup de fil à retordre. Et Romain, comme tu dis dans la dernière vidéo, on peut jouer du jardin. Et ça, c'est ce qu'on va proposer aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a parlé du build le plus classique, qui est le build défensif en MDAR,
On va parler d'un build offensif en variant pour la troisième partie, en utilisant la loge Vorstarg. Vous allez voir, ça change beaucoup de choses dans la manière d'aborder la liste, parce que vous gagnez en mobilité, vous perdez en utilitaire et en défensif, mais je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser surtout les joueurs les plus téméraires qui aujourd'hui ont des Fire Slayers qui prennent la poussière dans les vitrines. Donc, merci Romain pour ton analyse. Si jamais tu as quelque chose à dire, je te laisse le dernier mot, et moi sur ce, je vous dis à tout de suite. Eh bien, on va rester dans le thème, jouer Dwardin. Fire Slayer est un superbe BT, honnêtement, essayez-le, c'est, très fun à jouer, je trouve, quand vous aimez ce style un peu défensif et offensif, sous condition. Voilà. Ouais, et puis les nains en slip, c'est un sacré cachet quand même, je trouve. C'est ça, vous jouez une armée de mini Gotrek. Voilà. Ah, Gotrek, il a un pantalon quand même. Et bien voilà, on a fait analyse pratique. Maintenant, on va parler de Vorstarg. Voilà, maintenant qu'on a vu comment fonctionnaient les listes MDAR, on va parler des listes en Vorstarg. Alors, évidemment, vous allez voir que perdre le -1 en blessure et le fait de s'activer en premier, vous perdez grandement en viabilité défensive dans la liste. Mais normalement, la loge Vorstarg a certains atouts que je vais vous présenter dès maintenant. Le plus important, c'est au premier round de bataille, lorsque vous courez avec une unité Vorstarg, au lieu de lancer un dé, vous ajoutez 6 au mouvement, donc c'est comme si vous aviez automatiquement une course à 6. Vous vous déplacez donc de 10 ou de 12 si vous avez activé votre rune de zèle. Le trait de commandement obligatoire de Vorstarg donne également la course et charge à toutes les unités Fire Slayer entièrement à 12 de ce général. Du côté de ce qui ne change pas dans la liste en termes de héros, nous avons toujours la rune Phaser qui est nécessaire afin de débloquer les Horseguards en ligne, qui sont l'unité clé de la liste en termes offensifs. Nous avons toujours le Battlesmith avec le Nulcidian Icon pour se défendre de la magie adverse, et j'ai ensuite remplacé les Runesplitters par des Grimwrath Berserker. J'ai fait cela car avec la mobilité inhérente de Vorstarg, les frappes en profondeur sont moins importantes. J'ai donc rajouté des héros offensifs qui vont pouvoir suivre les Berserkers qui vont s'avancer dans la bataille. Je rappelle le profil des Berserkers Grimwrath pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous avez 4 attaques en 3+, moins 2, dégâts 2, et à la fin de la phase de combat, vous lancez un dé sur un 2+, le Grimwrath Berserker va s'activer une deuxième fois. Si le Berserker meurt avant d'être activé pendant la phase de combat, il attaque avant d'être retiré du jeu. Les Berserkers Grimwrath prêtent un serment au début du premier round de bataille. Nous avons un serment de garde du corps qui permet de protéger les héros à l'instar des Auric Horseguard. Nous avons un serment anti-prêtre qui ajoute +1 aux jeux de touche et de blessure lorsque vous attaquez un prêtre qui n'est pas un Fire Slayer. Nous avons un serment qui vous permet de faire une blessure mortelle supplémentaire lorsque vous faites un 6 non modifié sur un jet de touche. Et nous avons un serment qui permet de courir et charger, tandis que le dernier des serments permet d'ajouter 1 au jet de touche et 1 au jet de blessure, si votre Grimwrath Berserker est entièrement à 12 d'une autre unité de votre armée. Du côté des unités, il y a un pack de 15 Grimwrath Berserker qui va suivre le général sur le champ de bataille en profitant de son aura de course et charge, un deuxième pack de 15 qui va suivre les Doomseeker et se positionner pour une charge en contre-attaque. Nous avons aussi les Auric Square qui servent à protéger vos héros à pied, et un dernier pack de 10 Vulkit Berserker qui sert à remplir la condition du bataillon Warlord. Les bataillons, je ne les ai pas beaucoup changés, nous avons toujours un bataillon Warlord afin de profiter de l'artefact supplémentaire et de mettre l'icône Nulcidian à notre Battlesmith. Il y a le très nécessaire Hunter of the Earthland afin de toujours profiter des aptitudes de commandement sur nos Berserkers. Et enfin, il y a un bataillon Battle Régiment afin de baisser en pause l'armée car vous avez beaucoup d'unités à inclure dans votre liste. J'ai conscience que c'est pas forcément la liste qui va être la meilleure, car en Fire Slayer, finalement, à part Amdar, lorsque vous allez en tournoi, il y a peu de choses qu'on peut considérer comme méta. Néanmoins, je pense que si vous voulez jouer une liste agressive tout en gardant vos Fire Slayers, c'est une liste qui a le mérite d'être testée et qui possède une mobilité qui pourra surprendre votre adversaire. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!